les bonnes pratiques en cybersécurité, c'est un peu comme les bonnes pratiques de tous les jours. Vous savez qu'avant de traverser une route, il faut regarder à gauche et à droite parce que quelqu'un vous a dit qu'il fallait regarder à gauche et à droite. Et avant qu'on ne décide de regarder à gauche et à droite, ben, les gens se faisaient écraser. Donc voilà, c'est un petit peu brut comme ça, mais c'est le même principe ici. Il a fallu que des gens se fassent attraper pour que ben, justement des barrières de sécurité soient levées un petit peu partout. Il faut savoir aussi qu'au niveau de la cybersécurité, il existe un marketing de la peur. Hein. On vous martèle de danger qu'est Internet, en vous rappelant qu'il y a 30 ans, on allait jouer dehors, au billes, etc. etc. On vous martèle aussi d'abonnements d'antivirus, de sécurité, que vous soyez chez Proximus, chez vous, peu importe le provider chez qui vous êtes. La meilleure des sécurités, c'est surtout vous. C'est votre intelligence qui vous permettra de dénicher le piège qui est potentiellement tendu devant vous. Donc, la cybersécurité, donc, comme je disais, c'est pas être devant un écran noir, comme dans les films de science-fiction où on tapote plein des codes, hein, c'est pas ça du tout. Il y a deux types de cybersécurité. Il y a soit la cybersécurité prévenante. Par exemple, dans mon cas, en tant qu'administrateur système, je vais implémenter sur des réseaux des sécurités. Bloquer les sites porno, bloquer les sites de jeux, bloquer les sites de ceci, de cela, etc., etc. Et puis alors, vous avez la cybersécurité même, donc comme j'ai des collègues qui ont été formés là-dedans, pareil, pendant 11 mois, qui eux alors font des audits de sécurité pour détecter des failles, etc., sur les systèmes. Donc ce sont deux choses totalement différentes. Donc ici, moi, ce que je vais vous montrer, c'est les bonnes pratiques. Et je vais commencer par vous montrer quelques chiffres récupérés de ça et là hein, sur Internet. Je n'ai pas la prétention d'avoir réalisé les audits moi-même. Donc, par exemple, vous pouvez voir que chaque année, 978 millions de personnes dans le monde sont concernées par une cyberattaque. Sachant qu'on se numérise de plus en plus, ce chiffre pourrait passer à 6 milliards en 2022. Donc, la cyberattaque va du piratage complet du Pentagone ou alors de la petite arnaque sur Facebook des bons de 50 € du Deleuze. Les dépenses estimées pour combler, réparer ces attaques en 2021 dépasseront les 1000 milliards de dollars. Compte de ce que ça coûte, puisque maintenant tout est numérisé. Petite chose aussi très importante, parce que je pense que la plupart d'entre vous l'ont été, le sont toujours inscrits sur Facebook. Il a perdu en 2019 309 millions de noms d'utilisateurs et de mots de passe. Voilà, il n'est pas le seul, hein. Il n'est pas le seul à blâmer. C'est dans mon exemple, je parle de lui, mais Twitter, Instagram et tous les autres sont concernés. Vous verrez juste après dans une autre anecdote. Il faut savoir aussi que l'erreur humaine est à l'origine de 95% des violations de cybersécurité. On a souvent tendance à dire « je me suis fait pirater ». Alors non. Il n'y a pas un Nord-Coréen à l'autre bout de la planète qui attend que vous allumiez votre ordinateur pour vous sauter dessus et pirater votre ordinateur. Vous ne l'intéressez pas, on ne l'intéresse pas. Par contre, vous avez potentiellement cliqué sur une publicité malsaine, un lien pas correct dans un email, j'en passe et des meilleurs, et là, vous avez ouvert une porte qui va aider le pirate à prendre possession de votre ordinateur. La plupart du temps, on pourrait déposer un petit malware qui va faire de votre ordinateur un zombie. Donc votre ordinateur va commencer à ramer pour on ne sait pas quelle raison, et en fait parce que vous avez un petit malware derrière qui travaille à collecter des données. Voilà, votre puissance de calcul a été détournée de votre ordinateur en fait pour une tierce personne. Je vois, rien n'empêche encore d'aller jouer dehors. Tout à fait, oui. Tout à fait, je le conseille, bien sûr. Donc, vous voyez aussi que les organisations financières mettent en moyenne 98 jours pour détecter une faille de sécurité. Donc, il faut savoir que quand vous avez une mise à jour de ING, Fortis, peu importe, sur votre smartphone, pour raison de sécurité, vous avez cette faille est là présente depuis en moyenne 3 mois. C'est énorme. Hein. Le ransomware, donc type d'attaque assez répandu il y a 2-3 ans, un peu plus calme pour le moment. WannaCry, lui, a causé 4 milliards de dollars de pertes en touchant seulement 230 000 ordinateurs, sachant qu'il doit y avoir plus ou moins 2 millions d'ordinateurs, réels ordinateurs que les gens utilisent. Hein. Je ne parle pas de ça, le serveur, de data center, etc. Donc c'est énorme. Hein.
Et on a eu encore récemment, je suppose qu'on a tous été touchés, en tout cas moi je l'ai été 3 fois, où j'ai reçu des SMS frauduleux ce week-end de la Poste qui me demandait de cliquer sur un lien pour un de mes envois qui arrive. Très intelligente comme attaque, puisque à cause du Covid, on a tous pris le réflexe de commander sur Internet, donc on attend tous un colis à un moment ou à un autre, donc très très bien placé. Voilà, très 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 bien placé de la part des pirates, il faut le dire. Donc voilà. Petite seconde anecdote qui va sûrement vous plaire. Mark Zuckerberg, le créateur et inventeur de Facebook, lui s'est fait pirater aussi il y a quelques années. Donc il faut savoir qu'en 2016, une énorme fuite de données suite à un piratage a eu lieu sur le site de LinkedIn. Et donc, dans les milliers de lignes de code était le login, se trouvait le login et le mot de passe de Mark Zuckerberg. Donc, un mot de passe très compliqué puisque c'était l'onomatopée DA. Voilà. Donc, ce mec a inventé Facebook, mais il utilise un mot de passe non sécurisé. Donc, son mot de passe était le même sur LinkedIn, sur Pinterest et sur Twitter. Grand coup de chance pour lui, c'est que les gens qui avaient piraté ces bases de données étaient plus là pour prouver que c'était possible que pour faire du mal. Donc, ils ont juste mis un petit message sur le Twitter de Mark Zuckerberg ainsi que sur son Pinterest pour lui montrer qu'il se passait quelque chose, mais n'ont rien fait d'autre par rapport à ce mot de passe. Ça aurait pu être bien plus grave, mais c'est pour ça que vous allez comprendre l'importance d'avoir des mots de passe diversifiés sur chacun des sites et sécurisés. Nous allons passer au chapitre 2, les bonnes pratiques. Donc là, je vais vous expliquer quelques petites bonnes pratiques que vous devez, à mon avis, déjà connaître sur les mots de passe, l'importance des mises à jour et sur les protections. Donc, l'importance du mot de passe, donc, pour continuer sur les chiffres, il faut savoir que 83% des utilisateurs utilisent le même mot de passe sur plusieurs sites. Première faille, comme notre ami Mark Zuckerberg a fait. Pourquoi ça? Parce que vous avez 150 sites, 150 mots de passe à retenir et c'est extrêmement compliqué. Vous mettez des mots de passe faciles et vous mettez le même partout. C'est logique. C'est un réflexe normal. Ce mot de passe étant le plus souvent, en plus, une date d'anniversaire, un mélange de nom et de prénom. Hein, j'en passe et des meilleurs, un nom d'athlète. Et que souvent, ce mot de passe fait moins de 8 caractères. Donc, on considère qu'un mot de passe commence à être sécurisé à partir de 8 caractères, si et seulement si il est hiérarchisé d'une certaine manière. Majuscules, minuscules, chiffres, caractères spéciaux, etc., etc. Donc, il faut faire extrêmement attention à ce que vous faites avec vos mots de passe. Petit jeu rapide, puisque j'avais préparé de base cette formation pour qu'elle soit faite en présentiel et que vous ayez une interactivité avec vos smartphones ou vos ordinateurs portables. Mais notre ami Covid en a décidé autrement. Vous voyez ici, par exemple, 6 panneaux qui vous proposent des mots de passe. Donc, on a EQXY, OYBV avec majuscule, minuscule, une date de naissance, prénom avec une date encore, etc., etc. Et donc, un mot de passe ici qui est caractères spéciaux, majuscules, recaractères spéciaux, chiffres. Vous voyez ici. Donc, le but étant, hein, si vous aviez été en présentiel, de pouvoir vous amuser à répondre par rapport à ça. Donc, on voit ici l'importance d'un mot de passe et de la complexité de celui-ci. Vous pouvez voir aussi ici, via le site How Secure is my password, vous pouvez tester votre mot de passe. C'est un site très connu dans le milieu. Une phrase longue ne serait plus efficace et mémorisable qu'une série aléatoire de 8 lettres. C'est une bonne méthode à faire aussi. Je vais dire chacun a sa méthode. Maintenant, le but étant de diversifier, je vais vous proposer après un outil qui devrait, je pense, vous simplifier la vie. Vous voyez ici, par exemple, que pour le mot de passe EQXY ou YBV, qui est le mot de passe par défaut de mon Wi-Fi de mon domicile, qu'avec un ordinateur traditionnel, donc un ordinateur que vous allez acheter demain chez Crefel, voilà, on ne parle pas des super calculateurs de la NASA, il faut 2 millisecondes pour pirater ce mot de passe. Voilà. Par contre, avec ce mot de passe, ici en dessous, on voit qu'il faut 2 trillions d'années. Donc,
je ne pense pas qu'il va insister très longtemps pour rentrer chez vous, à moins que de nouveau vous ayez des secrets d'État, que là, ben, vous ne voyez que les intervenants, vous ne voyez pas l'écran. Ah oui, voilà. Merci, merci Monsieur Bertrand. Voilà, donc vous voyez ici que il y a des méthodes pour vérifier son mot de passe, etc. etc. Maintenant, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est ceci. Donc ceci, c'est un gestionnaire de mots de passe. Il en existe des dizaines et des dizaines. Celui que moi j'utilise aussi bien à titre personnel qu'à titre professionnel, c'est KeePass, qui est gratuit. Je vous mets le nom si vous voulez dans le chat. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il va faire le KeePass? Eh bien, il va vous rendre un fier service parce que vous ne retiendrez qu'un seul mot de passe complexe. Donc vous allez vous créer votre base de données. Vous allez y mettre un mot de passe très compliqué. Là, ça passe pas mal, tout à fait aussi. Et dedans, vous allez mettre tous vos mots de passe. Votre mot de passe Facebook, votre mot de passe Twitter, votre mot de passe 3 Suisse, La Redoute, Belgacom, j'en passe et des meilleurs. Et donc, quand vous voudrez accéder à votre site internet, eh ben, vous allez sur votre KeePass, vous mettez votre mot de passe complexe, mais c'est le seul que vous avez à retenir. C'est un petit effort quand même à donner, hein. Et dedans, vous avez la liste de tous vos mots de passe qui sont repris avec l'adresse du site internet. C'est vous qui remplissez les données du formulaire. Donc vous pouvez mettre énormément de choses dedans. Et vous pouvez faire un clic droit sur vos données pour faire un copy surname, copy password, etc., etc. À savoir que c'est un copy-paste temporaire. Donc c'est un copier-coller temporaire. Donc vous avez une dizaine de secondes, je pense, pour copier votre mot de passe et aller le coller dans la fenêtre correspondante. Donc, il ne faudrait pas vous tracasser par mégarde d'arriver dans une fenêtre Teams une demi-heure après, faire un CTRL-V en pensant que vous aviez copié votre fichier doc et puis là, vous tapez votre mot de passe en plein milieu de la conversation. Il n'y a pas de crainte, ça disparaît au bout de 10 secondes. Il efface votre presse-papier, comme on dit. Donc, c'est extrêmement intéressant. Vous voyez ici, dans la conversation de la réunion, vous avez d'autres applications, LastPass, je vois Bitwarden, il y a Microsoft Authenticator qui le fait. Il faut savoir aussi que vos navigateurs le font. Alors c'est un petit peu moins sécurisé puisque si vous faites voler votre ordinateur, ils ont accès à ces informations-là. Donc, il faut un petit peu faire attention. Le but étant, peu importe l'application que vous utilisez, c'est surtout de vous faciliter la vie en complexifiant vos mots de passe et vous, ben, vous n'en retenez qu'un. Ou alors, vous avez même des applications de mots de passe qui ne demandent même pas de mot de passe, ça demande un déblocage. Donc, au moment où vous allez exécuter votre application, il va vous demander, par exemple, de donner un code reçu par SMS ou de le valider sur une application téléphonique ou autre. Enfin, il y a vraiment plein de sécurités qui vous sont offertes, justement pour éviter ce genre de désagréments de mots de passe trop faciles qui font que ben, on l'a tous fait à un moment ou à un autre. Ces sites sont-ils fiables ou, pour le dire autrement, piratables? On confie l'ensemble de nos... Alors, le risque zéro n'existe pas. C'est pas possible. Même un ordinateur dans une pièce complètement à l'écart de tout, sans être connecté à un réseau, à partir du moment où une tierce personne s'en approche, il sera piratable. Maintenant, ce sont, comme je disais tout à l'heure, aussi bien vous que moi, nous ne sommes pas des personnalités importantes assez pour eux, pour qu'ils perdent du temps. Donc il y a un niveau de codage, on va passer, c'est des mathématiques, c'est codé en 2048 ou 4096 bits. Donc il faudrait des mois, des années pour réussir à craquer la base de données de logiciels pareils. Donc à moins que vous ayez les codes d'attaque nucléaire des États-Unis ou la recette de la sauce Giant, je ne vois pas l'intérêt pour les pirates, et ils ne le feront pas. C'est comme un voleur qui vient chez vous. Un voleur qui vient chez vous, vous en parlez avec la police autour de vous, elle vous le dira, il va essayer de rentrer pendant 15-30 secondes. S'il n'y arrive pas, il passe à autre chose. Il ne va pas passer 15 minutes chez vous. Sauf si maintenant il sait bien que chez vous, il y a un coffre-fort avec 10 millions d'euros en lingots d'or, il prendra peut-être un peu plus de risques. C'est pareil pour ces applications. Pour les personnes lambda comme nous, les mots de passe ne sont pas assez intéressants, les accès ne sont pas assez intéressants pour qu'ils mettent
en route des ordinateurs, des supercalculateurs qui vont mettre des années à craquer tout ça. Voilà. Mais personne n'est à l'abri. Le Pentagone a déjà été piraté, la Maison Blanche a déjà été piratée plus d'une fois. Pourtant, ils savent ce qu'ils font. Voilà. Faut savoir aussi qu'en Belgique, vous avez le droit de chiffrer vos données au niveau que vous le voulez. Vous seriez en Corée du Nord, vous n'avez pas le droit de mémoire de dépasser les 2048 bits. Si vous dépassez les 2048 bits en Corée du Nord, on vous attrape et c'est que vous avez quelque chose à cacher. Et aux États-Unis, si vous codez au-dessus de 2048 bits, vous devez donner la clé de décryptage au gouvernement parce qu'on doit pouvoir lire vos données. Il n'y a pas ce problème-là en Belgique. Petit pays, mais grande cité. Voilà donc pour la partie mot de passe. Donc, le résumé de tout ça, c'est que faites attention à ce que vous faites et comment vous le faites et où vous mettez vos mots de passe. N'hésitez pas à avoir plusieurs adresses email, ça c'est la petite astuce que je vous donne. Une adresse email professionnelle, une adresse email pour naviguer par exemple, et moi j'ai une adresse email qui ne me sert que pour le spam. C'est mon adresse email de Facebook par exemple. Il peut s'y passer tout ce qu'on veut, cette adresse email ne me sert à rien. On peut m'envoyer autant de spam, de phishing, de ce qu'on veut dessus, je ne m'en servirai jamais. Elle me sert juste à me connecter à mon compte Facebook, par exemple. Donc, faut pas hésiter aussi, c'est assez facile maintenant de se créer des emails sur Gmail, Microsoft, peu importe la plateforme que vous choisirez. Je vous conseillerais Microsoft, bien sûr, aujourd'hui. Mais voilà. Donc, deuxième partie de notre deuxième chapitre, l'importance des mises à jour. Donc, on a tous aussi tendance à avoir ce petit pop-up de Windows, de Adobe, de peu importe l'application qui nous dit une mise à jour est disponible et il faut la faire. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait plus tard. Plus tard, plus tard, plus tard, plus tard, plus tard. Ces mises à jour-là ne sont pas faites pour vous ennuyer. Il n'y a pas quelqu'un dans la Silicon Valley qui se dit tiens, je vais déployer une mise à jour pour ennuyer mes 2, 3, 4 millions d'utilisateurs. S'il y a une mise à jour, c'est peut-être pour corriger un bug, mais peut-être pour corriger aussi une faille de sécurité. Donc, il faut comprendre que les mises à jour sont importantes. Pour les gens qui utilisent le firewall de Windows et Windows Defender, qui sont gratuitement mis à disposition via l'achat de Windows 10, c'est gratuitement entre guillemets, les mises à jour de Windows Defender et du firewall se font via la mise à jour de Windows. Donc, si vous ne mettez pas à jour votre Windows, vous ne mettez pas à jour votre antivirus intégré, et donc si une attaque est en cours de déploiement, comme l'exemple de Bpost par exemple, qui s'est fait ici via téléphone, mais ça aurait très bien pu se faire via une campagne de phishing par email, si vous n'êtes pas à jour, ben, vous serez victime de cette attaque. Voilà. Donc, il faut vraiment bien réfléchir à ça. Une application qui n'est pas mise à jour, qui n'est pas suivie, c'est une faille de sécurité. Ça, il faut faire très attention. Alors, de nouveau, si c'est une application que votre cousin Albert a mis en place pour compter les pots de confiture dans la cave, théoriquement, il ne devrait pas se passer grand-chose. Mais des grosses applications sont toujours mises à jour. WinZip, WinRAR, peu importe ce que vous utilisez, votre navigateur se met à jour quasi toutes les semaines. À propos des mises à jour, je connais des personnes qui n'éteignent jamais leur PC et refusent des mises à jour de peur de ralentir encore un peu plus leur vieux PC. Alors moi, je n'éteins jamais mon ordinateur. L'ordinateur sur lequel je vous fais la présentation ici tourne depuis, hormis les coupures de courant, une grosse dizaine d'années maintenant. Il n'est jamais coupé. Les écrans sont coupés quand je pars et rallumés quand je reviens. C'est un choix que j'ai fait parce que comme ça, j'y ai accès tout de suite. Maintenant, les mises à jour, effectivement, risqueraient de ralentir le vieux PC. C'est la bonne question, ça dépend du matériel dont on dispose. Si c'est Windows 10 qui tourne dessus, la mise à jour qui va sortir ne va pas faire que ça va demander plus ou moins de ressources. Sauf s'il y a un bug dans la mise à jour, ce qui est possible aussi, ça peut arriver. Mais la plupart du temps, c'est pour corriger des failles. Vous le voyez, si vous regardez votre déploiement de mise à jour de Windows, mise à jour de sécurité X, mise à jour de sécurité Y, etc. etc. Donc, on n'est plus à l'époque de Windows 95, 98, XP, j'en passe, qui effectivement, quand les mises à jour sortaient, on avait l'impression d'avoir un nouveau système d'exploitation
et que donc on ramait. On mettait à jour son ordinateur, on ramait, c'était systématique. Ici, voilà, de nouveau, touchons du bois, moi ici, mon ordinateur, on en parlait avec mon chef tout à l'heure, je n'ai jamais eu un écran bleu, par exemple, sur cet ordinateur. Conçu il y a 10 ans, que j'ai monté moi-même, et voilà, qui tourne. Voilà, c'est un peu aussi la faute à pas de chance, des fois, quand ça plante avec des mises à jour. Troisième partie de ce deuxième chapitre, l'importance des protections. Donc, soit on est complètement contre les antivirus parce que justement ça ralentit, etc., etc., et c'est normal. On n'installe pas un antivirus pour être protégé si au final il ralentit l'ordinateur et qu'on ne l'utilise plus. Parce que là, effectivement, on est très bien protégé, on ne l'utilise plus. Donc, il faut savoir que dans Windows 10, puisque c'est le sujet aujourd'hui aussi aux EduDes, c'est de promouvoir Microsoft et ses solutions. Dans Windows 10, vous avez Windows Defender qui est intégré et vous avez un firewall qui est intégré, qui font déjà un très très bon boulot. Maintenant, de nouveau, c'est vous la meilleure des sécurités. C'est pas eux qui vont vous empêcher de faire une bêtise. Si vous allez sur un site pas très catholique, cliquez sur des liens pas très catholiques, même avec un antivirus à 150 € par mois, ça passera au travers des mailles du filet. Voilà. Donc, ça, c'est très 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 important. Et il faut savoir que si vous faites partie d'une organisation, donc si votre école, votre travail a mis en place un système via Office 365, avec, à partir des licences E3, vous avez un système qui s'appelle Microsoft Defender for Endpoint. Donc, en plus de votre protection physique disponible sur votre ordinateur, il y a une protection dans le cloud qui tourne, dont votre administrateur peut paramétrer le moindre petit point. Qui pourrait empêcher l'exécution de logiciels exécutables, il pourrait vous empêcher de télécharger des PDF, j'en passe et des meilleurs. Qui est disponible donc sur Microsoft, macOS, Android et iOS. Donc, il dessert tout le monde. Vous voyez que c'est un système de sécurité automatisé, donc il n'y a de base rien à faire, ça fait déjà un très bon boulot. Mais il faut savoir que avec le Covid, on a déployé beaucoup de télétravail, d'ordinateurs, on a rejoint des tenants Office 365, des équipes Teams, etc., etc. Derrière, si l'administrateur qui a géré ça l'a bien géré, vous avez encore une protection supplémentaire. Pas la peine de courir après des solutions qui vont vous coûter un bras. Faut réfléchir aussi à ce qu'on fait et à ce qu'on dépense par rapport à ça. Voilà, de nouveau, si on cache des lingots d'or chez nous, effectivement, ça vaut peut-être la peine d'avoir des grosses protections. Il existe même des firewalls matériels, hein. C'est comme un gros magnétoscope que vous mettriez chez vous et qui empêcherait les entrées-sorties. Pour le commun des mortels, les protections basiques font le travail. Vous voyez ici un léger aperçu, par exemple, du panneau d'administration du Defender Security pour un administrateur qui peut voir qu'il y a un niveau d'exposition, il peut voir que certaines machines ne sont pas compliant et pourrait donc intervenir en lançant des correctifs, en empêchant des applications de s'exécuter, etc., etc. On va passer au troisième chapitre, les dangers des réseaux. Alors, vous allez voir que ça va faire une boucle, puisque y a-t-il des antivirus plus fiables? Alors, moi j'ai envie de dire, c'est un avis très personnel, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Alors, je ne suis pas professionnel en antivirus, donc ce que je dis là n'engage que moi, hein, mais les parties gratuites, pour moi, c'est un petit peu complexe. Comment une société qui vous délivre un antivirus gratuit peut-elle être à jour au niveau... Comment paye-t-elle ses employés pour mettre au point des solutions par rapport à une attaque, etc., etc. Il faut savoir que, par exemple, Windows Defender travaille avec une dizaine de gros antivirus derrière, Norton, Bitdefender, Note32, etc., donc dans les plus connus. Ils se partagent tous la même base de données. Il n'y a aucun intérêt pour Norton de garder pour lui la solution à un virus. Si un virus sort demain, comme il y a eu WannaCry en 2019, il n'y a aucun intérêt pour que Norton dise « Ah, moi j'ai la solution contre WannaCry et je la donnerai à personne ». C'est le côté fun dans les antivirus, c'est qu'on n'est pas comme dans la médecine actuellement. C'est que tout le monde partage.
ils se partagent ça parce qu'ils n'ont aucun intérêt à se bloquer mutuellement. Parce que, enfin, comme marketingment parlant, ils ne s'y retrouveraient pas. Donc, ils partagent entre eux, et donc derrière Windows Defender, vous avez la même masse de données que Node 32, etc., etc. Il faut savoir que Windows Defender fait de l'anti-malware, de l'antivirus basique. Si vous voulez des solutions beaucoup plus poussées qui vont analyser le moindre octet de votre ordinateur, ben vous avez les solutions Node 32 et compagnie. Le gratuit, souvent le produit d'appel pour arriver à une version payante. C'est vrai aussi. Un des problèmes des antivirus payants est l'aspect paranoïaque des interfaces qui nous annoncent des dizaines d'attaques chaque jour. Oui, alors ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le marketing de la peur. On vit exactement la même chose avec le Covid. Actuellement, c'est que il n'y a aucun intérêt pour le journal d'RTL ou de la RTBF d'ouvrir l'antenne et de vous dire tout va bien. Il n'y a aucun intérêt. C'est malheureusement comme ça que ça fonctionne. Donc il faut justement pas céder à ce genre de choses. Et c'est pour ça, en comprenant comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne ainsi et pas autrement, vous aurez les réflexes justement pour passer à côté de tout ça et ne pas vous sentir concerné. Quand vous allez voir un email un peu suspicieux, vous allez vous dire « Ah ouais, tiens, je me rappelle, il m'a dit ça, on fait comme ça. » Voilà. L'histoire nous a aussi montré que Norton payant était à l'époque une usine à gaz qui filtrait comme une passoire. Oui, tout à fait. C'est pas parce que c'est payant que c'est fonctionnel. C'est pas parce que c'est gratuit que ça ne l'est pas. C'est juste une question pour moi de logique. C'est que derrière des solutions comme Norton, Bitdefender, etc., il y a des ingénieurs systèmes, des professionnels de la cybersécurité qui travaillent, qui mettent au point des solutions. Voilà. Maintenant, c'est devenu beaucoup plus simple actuellement, puisqu'on est déjà beaucoup plus protégé aussi. Voilà. Alors du coup, pour commencer dans les dangers des réseaux, donc vous allez voir qu'on va voir le spam, le phishing, le spam qui va amener au phishing et le phishing au faux compte. Donc c'est vraiment, pour moi, ce qui touche le plus actuellement vos emails, vos réseaux sociaux, et donc comment les identifier et comment s'en séparer. Alors malheureusement, s'en séparer, à part les laisser dans la case spam et bloquer les expéditeurs, on ne sait pas y faire grand-chose. Donc le spam, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose que vous ne désirez pas. Il arrive sur votre boîte mail, la plupart du temps reconnu en tant que spam. Donc ça, c'est le gros avantage, parce que derrière, de nouveau, vous avez des entités qui fonctionnent. On va pas faire un cours d'informatique, mais vous avez un serveur spécifique en arrière-plan qui filtre les messages, qui analyse le message et qui se rend compte qu'il y a quelque chose de pas net dedans et qui vous l'envoie dans votre boîte aux lettres. Il est obligé de vous l'envoyer, c'est la loi, mais alors il arrive en spam. S'ils avaient le droit de les effacer eux-mêmes, ils le feraient, mais malheureusement, on ne peut pas. Faut-il formater les PC chaque année ou juste supprimer les profils des utilisateurs dans ces users? Ça, c'est comme bon vous semble, j'ai envie de vous dire. Moi, comme je reprends mon exemple, ça fait 10 ans que mon PC ici tourne, il n'y a pas de formatage, il n'y a rien, les mises à jour sont faites à temps et à heure. Un petit nettoyage de temps en temps, aussi bien physique qu'un petit coup de CCleaner sur les disques durs pour les cookies, etc., et ça tourne. Voilà, ça tourne. C'est pas un PC à 7000 € que j'ai ici, hein, donc voilà. C'est selon l'utilisation qu'on en fait qu'il faut réfléchir à ça. Maintenant, à l'heure actuelle, j'ai envie de vous dire, avec les opportunités que le cloud vous donne, de sauvegarder toutes vos photos, tous vos documents, etc., c'est beaucoup plus facile. Tous vos documents Word, Excel, etc., sont sur le cloud. Toutes vos photos de famille sont sur le cloud. Vous effacez. Pour des PC dans les écoles. Alors, pour des PC dans les écoles, je dirais oui. Entre juillet et août, vous effacez tout, vous recommencez tout. Là, effectivement, oui. Beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. Maintenant, avec les systèmes qu'Office 365 vous offre, vous faites une réinitialisation via vos panneaux d'administration. C'est encore plus simple. Hein. On ne doit plus passer sur les ordinateurs en mode clé USB ou DVD ou que sais-je. On fait tout ça via une interface. Donc, si les PC ont été enrôlés sur un tenant Office 365, on peut le faire tout seul en quelques clics.
Donc, oui, donc vous recevez vos spams, etc., etc. Et donc, la plupart du temps, c'est des publicités qui sont inoffensives, le spam en général. Mais alors, vous pouvez tomber sur du phishing. Alors, le phishing, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est du hameçonnage. Donc, on va vous appâter via des offres mirobolantes, comme celle-ci, par exemple, où on a Amazon, notre compte Amazon qui a été verrouillé. Hein. Donc, ça, c'est récent, c'est un email que moi, j'ai reçu. Hein. Donc, l'exemple est réel. Donc, c'est sur ma boîte de spam. Hein. Et on voit que je dois absolument exécuter une action ou alors on va verrouiller mon compte. Et donc je dois cliquer sur un lien qui va sûrement me demander mon login et mon mot de passe. Et là, c'est la catastrophe. Ne vaut-il pas mieux conserver intacts les comptes élèves de ceux qui poursuivent leur scolarité au sein de l'école que tout effacer? Alors de nouveau, ça dépend comment est faite votre infrastructure. Si c'est une infrastructure qui n'est pas reliée à un tenant Office 365, effectivement, c'est plus intéressant. Maintenant, de nouveau, s'il y a le cloud qui tourne derrière, le fait d'effacer le compte de Tutu ou de Titi sur l'ordinateur ne va rien changer. Ces accès restent dans le cloud. Moi, je n'ai absolument plus rien de physique chez moi. Tout ce que j'enregistre est automatiquement mis sur mon OneDrive personnel et professionnel. Donc si même ici mon ordinateur venait à exploser, j'en rachète un, je remets mon compte Microsoft, je récupère l'accès dans les 5 minutes à mes affaires. C'est tout l'avantage de passer via les offres d'Office 365 actuellement. Deuxième exemple, Aldi qui fait une campagne récompense, vous répondez à un sondage et on vous demande votre compte PayPal pour vous verser 50 €. De nouveau, les pièges sont là. Je vous ai mis en jaune, vous montrez le piège de tout ça, c'est que les adresses email ne sont ni d'Amazon ni de Aldi. Aldi ne vous offrira jamais de l'argent pour répondre à un sondage et Amazon ne vous demandera jamais votre login et votre mot de passe via un email ni quoi que ce soit. Donc, ceux-là, je les ai mis volontairement. Alors le premier, vous voyez qu'il y a énormément de fautes d'orthographe. Pourquoi? Parce que de base, c'est une campagne de phishing russe. Donc c'est du cyrillique. Et la campagne a été traduite automatiquement en français pour être envoyée dans nos contrées. Et donc, vous avez cette partie-là qui est faite. Donc, vous voyez qu'il y a des fautes absolument partout et c'est intenable. Vous avez, si vous voulez un peu plus de renseignements par rapport au phishing, la plateforme safeonweb.be, qui est une plateforme du gouvernement belge, où vous pouvez avoir plein de renseignements par rapport à ce phénomène de l'hameçonnage qui est vraiment ultra répandu et sur lequel vous pouvez faire des petits exercices. Donc, comme celui que je vous montre là, il y en a 6 à faire où vous lisez un message et vous identifiez vous-même quelles sont les choses qui vous paraissent suspectes ou non et donc vous vérifiez. Donc, vous voyez ici, pour l'exemple, on a un petit message reçu sur WhatsApp de 250 € à gagner chez Deleuze via WhatsApp. Rendez-vous sur deleuze.be, des bons 250 €, etc., etc. Et donc, le site vous demande d'identifier les potentiels problèmes. Et donc, je vous ai mis ici, en évidence, déjà une campagne WhatsApp. Deleuze ne va pas vous contacter par WhatsApp. Il n'a pas votre numéro de téléphone. Et si même il l'a, il ne peut pas l'utiliser pour faire des campagnes promotionnelles. Le petit cœur à la fin du message. Y a-t-il des risques de phishing ou crypto sur une OneDrive ou Teams dans Office? Alors non. Non, parce que vos fichiers sont protégés là-bas. Maintenant, si vous exécutez un logiciel malveillant sur votre ordinateur, il aura accès à vos données. Ça, effectivement, c'est un risque. Ça, il n'y a pas moyen, il n'y a pas de risque zéro par rapport à vos fichiers. À partir du moment où vous ouvrez la porte, en cliquant sur un exécutable, en donnant un lien, une porte ouverte à un pirate, là, effectivement, c'est la catastrophe. Donc, vous voyez ici le lien qui n'est pas le site du Deleuze. Donc Deleuze qui envoie un message via WhatsApp. La promotion est trop belle pour être vraie. Ça, c'est un adage que nous avons chez Atoll Networks. Si c'est trop beau pour être vrai, c'est que ça ne l'est pas, tout simplement. Quand c'est trop évident, ça doit vous sauter aux yeux. Vous devez comprendre que on en voit énormément sur Facebook, des pages qui pop avec Aldi vous offre 50 €, etc., etc. En 2 clics, vous verrez que ce n'est pas le vrai.
puisqu'il n'y a pas le petit V, que je vais vous montrer après, qui authentifie la page du Aldi, et par exemple, il y a 52 abonnés sur la page. Donc, vous devez comprendre par rapport à ça que vous êtes sur une fausse page. Il y en a tous les jours des centaines de milliers. Et c'est justement là où j'en arrive, les usurpations d'identité liées à ces phishing. Alors, je vous ai mis l'exemple de David Antoine, le présentateur de Radio Contact, parce que c'est la radio que j'écoute pour aller travailler, et qui parlait justement le jour de son identité qui est usurpée quasi tous les jours sur les réseaux sociaux, parce qu'il fait d'énormes concours, c'est un personnage très connu, et il faut savoir que les pirates qui sont derrière ça sont très organisés, parce qu'à partir du moment où ils lancent un concours, les pirates le lancent aussi sur leur fausse page, à 30 secondes d'intervalle. Donc il faut vraiment être attentif à ça. On voit ici que c'est David Antoine, il y a une faute dans le prénom, il n'a que 124 abonnés, et quelque chose qui ne tourne pas rond. Voilà. Donc, la méfiance est de mise. À côté, pareil, un message reçu de la part de Radio Contact, c'est un début de message. Vous allez commencer à répondre jusqu'au moment où vous allez échanger vos données avec. Donc ça, il faut faire extrêmement attention à ce genre de campagne. Et donc ici, vous voyez, par exemple, Véronique Cloutier, personnage public, elle a le petit V à côté de son nom et elle met bien sur son compte, elle tweet en disant attention, il y a un fond compte. Donc, faut faire très attention à ça. Les personnages publics, la plupart du temps, ont un petit V à côté de leur nom. Les entités publiques aussi. Hein, enfin, voilà. Microsoft avec 13 abonnés sur Facebook, il y a un piège quelque part. Et bien plus grave encore, ce sont les faux comptes genre Instagram. Vous voyez ici Sandra Leslie 75, très jolie jeune fille qui s'exhibe sur Instagram. Et on voit que la première photo, eh ben, c'était pas du tout Sandra. Et c'est extrêmement souvent le cas. Il faut vraiment faire attention à qui vous parlez et comment vous parlez aux gens, parce que voilà, on ne sait jamais qui se trouve de l'autre côté. Donc ça, c'est un énorme piège. J'ai connu le cas dans une école où un élève malveillant avait réalisé une campagne de phishing, mise à jour de votre compte professeur de l'école, ce qui provoquait l'aspiration de l'ensemble des fichiers PDF et docs du PC du professeur, le but étant de télécharger les préparations d'examen. Voilà. Voilà. Donc il faut faire extrêmement attention à tout ça. Ce sont toutes des petites failles qui sont mises en place. On a, nous, chez un de nos partenaires, un gros problème de fuite de mot de passe Wi-Fi, par exemple, de nouveau, puisque le mot de passe Wi-Fi n'est pas facile à retenir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend un post-it, on note le mot de passe Wi-Fi, qu'on met sur son écran, et un élève passe et prend ce mot de passe, le donne, etc., etc. On se plaint du coup au technicien. Ah oui, mais le Wi-Fi rame, et quand on regarde, il y a 400 personnes connectées à ce Wi-Fi. Voilà. Alors que de base, c'est un Wi-Fi pour les enseignants, par exemple. Donc ça, il faut faire attention. Les élèves sont très, très astucieux pour tout ça. Et les outils leur sont quasi offerts sur le web. Hein. Existe-t-il un serious game pour apprendre aux élèves à se méfier des tentatives de phishing? Alors, pas spécifiquement par rapport au phishing, mais nous avons, développé chez Atoll Networks un serious game donc basé sur Minecraft, sur la cybersécurité, justement, qui reprend un petit peu ce que je vous dis ici. Les bons antivirus, reconnaître un bon antivirus d'un mauvais, par rapport à des recherches, etc., etc. Il y a du phishing qui est abordé dans la présentation, voilà, mais il n'y a pas... Je suis, moi, en train de mettre au point pour Atoll Networks, justement, des formations qui vont parler de tout ça, qui ne vont pas être résumés à 50 minutes, 1 heure, à un nid du dièse, mais à beaucoup plus, parce que ce sont des phénomènes qui sont extrêmement répandus, connus, mais pas reconnus. Donc tout le monde sait qu'il se passe quelque chose, hein. On sait tous qu'il se passe quelque chose, mais on ne le comprend pas nécessairement, parce qu'on n'en connaît pas les dangers, on ne ressent pas l'utilité de voir le danger non plus. Or, de nouveau, il ne faut pas céder aux sirènes du marketing de la peur, hein. Alors, notre Serious Game est payant, oui, bien sûr. C'est pas via le net, c'est via soit en téléconférence, ou soit via du présentiel, on l'espère, assez rapidement, dans une de nos salles de formation, à ce moment-là, avec tout le matériel mis à disposition. Je vous invite à contacter avec les informations à la fin de la présentation, si vous voulez plus d'informations là-dessus. Donc,
je pense que nous avons fait le tour. Donc, petite conclusion, il y a plein de pièges partout sur Internet. Il faut les comprendre et en les comprenant, on peut en éviter un maximum. C'est à réfléchir, comme je vous dis, vous voyez un compte un peu suspect. Lidl ne distribue pas des bons de 250 € comme ça. Personne ne fait ça, jamais. On ne vous offre pas des Mercedes si vous faites un partage. On ne va pas opérer la petite Lucie si il y a 2000 partages de sa photo sur Facebook, hein, la petite fille malade qu'on voit. Si vous partagez ceci, on m'opérera. Ça n'existe pas. Même si on vit dans un monde extrêmement capitaliste, on n'opère pas les gens parce qu'ils ont des partages sur les réseaux sociaux. Donc voilà, tout ça doit rentrer dans une routine et vous devez comprendre que ce qui se passe en face de vous n'est pas bon. Et donc, clic droit supprimer, considéré comme spam, bloquer l'expéditeur. En fait, toutes les options sont là, sont disponibles pour vous. Donc c'est ça qu'il faut savoir. Il faut savoir aussi que derrière votre ordinateur, il y a tout un système mis en place pour vous protéger malgré tout ça. Votre fournisseur d'accès qui est Proximus ou vous. Ça peut être un autre, mais les deux seuls câbles opérateurs en Belgique, c'est eux deux, ont tout un système qui empêche les attaques d'ordinateurs zombies sur Falling. Donc quand vous avez un ralentissement, c'est peut-être pas nécessairement dû à la mauvaise qualité de la ligne chez vous, c'est peut-être parce qu'il se passe quelque chose de l'autre côté et que votre fournisseur d'accès est en train d'empêcher cette chose de se passer. On appelle ça par exemple des attaques DDoS, donc des attaques de déni de service, où on vous envoie un flux continu d'informations sur votre modem, et vous êtes en train de surfer, et vous ne comprenez pas ce qui se passe, et bah, c'est de la merde, et je passe à autre chose. Alors, il se passe peut-être quelque chose de plus grave que votre fournisseur d'accès est en train de tamponner derrière. Comme je vous disais aussi, le RGPD qui a été mis en place très récemment en Europe protège vos données, puisque maintenant, tout site situé en Europe doit respecter le RGPD. Donc si vous lui dites que vous ne voulez pas partager vos données, il est obligé de ne pas partager vos données. Donc maintenant, chaque fois que vous arrivez sur un site, on vous le propose. Il y a des sites qui les ont refusés, aux États-Unis par exemple. Si vous voulez aller sur le site de jeux vidéo GameStop.com, c'est un site américain, ils ont refusé de plier au RGPD. Le site GameStop n'est plus accessible pour les utilisateurs européens, par exemple. Faut savoir aussi donc que vous avez sur Windows 10 un firewall et un antivirus de très bonne facture qui, pour une utilisation normale, fera un travail tout à fait normal. De nouveau. Et vous avez aussi le tri de vos emails, donc via les mails relais, comme je disais tout à l'heure, qui vous protège, qui classe déjà pour vous. Alors des fois, c'est un spam, c'en est pas un. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont obligés de vous l'envoyer et pas de eux de le supprimer. C'est à vous après de définir est-ce que c'est un spam ou non. C'est à vous de faire le dernier choix. Voilà. Donc voilà, vous avez déjà pas mal de protections qui sont mises en place par rapport à ça. Mais la meilleure protection, c'est vous. Et alors, comme je le disais tout à l'heure, si c'est trop beau pour être vrai, c'est que sûrement ça ne l'est pas. Donc ça, c'est la chose très importante à se dire. Quand ça semble trop évident comme ça, les bons de réduction, ou sur Facebook, on a souvent des beaux jeunes hommes ou des belles jeunes filles qui nous demandent un ami, on ne sait pas trop d'où ils sortent. Qu'est-ce que c'est, où est-ce que ça va? Voilà, faites attention à tout ça. Et donc, est-ce que vous avez des questions? Je vous affiche ici nos coordonnées si vous voulez nous contacter pour avoir de plus amples informations sur le Serious Game Minecraft sur la cybersécurité, ou même si vous voulez de la consultance ou autre. Nous sommes donc Microsoft partenaire en éducation. On met déjà au point énormément de formations par rapport à ça. On met aussi en place des tenants Office 365. Et on a aussi, si vous voulez, le lundi matin de 10h à 11h, les lundis numériques. Vous pouvez retrouver le lien sur le site de Sébastien, SPLC, pour vous guider gratuitement pendant 1 heure sur les outils qu'offre Office 365. Voilà. Pourquoi certains mails collectifs souvent sont envoyés dans les indésirables alors qu'ils ne le sont pas? Alors, il faut savoir que quand ça arrive dans les spams, ça dépend un peu. Donc ici, dans le cas d'un mail collectif, donc il y a une configuration qui est faite derrière. Il manque sûrement quelque chose à la configuration.
Donc on ne crée pas un mail collectif en mode info quelque chose et que ça se passe tout seul. Si vous êtes sur Office, Gmail, peu importe la plateforme, il y a des informations de type DNS à aller régler au niveau de vos accès pour que justement ce mail soit reconnu en tant que mail professionnel et pas en tant que spam. Parce que justement, tout ce qui contient info, helpdesk, no reply, etc., c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. On évoque aujourd'hui l'usage de clés USB physiques pour sécuriser son PC. Cependant, les clés Google ne sont plus en vente. Avez-vous un modèle à conseiller? Alors là, comme ça, je n'ai pas un modèle spécifique. Maintenant, je peux vous aiguiller sur le modèle FIDO, si vous pouvez regarder. Maintenant, moi, je suis en train justement de bosser sur un système. J'ai vu une clé USB qu'on achète. C'est vraiment la carte mère, le circuit imprimé avec l'embout USB. Avec ça est livré le lien vers le code de Google et même le plan pour imprimer soi-même son boîtier. Parce qu'il faut savoir que nous, notre partenaire, les bureaux juste à côté de chez nous, c'est un imprimeur 3D, donc je compte faire d'une pierre deux coups. Et donc, pour justement faire cette histoire de clé USB, qui est une très très bonne protection, puisque une fois que c'est configuré, si la clé n'est pas dans l'ordinateur ne fonctionne pas. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Je suis justement en train de me renseigner pour mettre un système comme ça en place, qu'on pourrait, nous, du coup chez Atoll Networks, pouvoir mettre à disposition des écoles ou des PME avec lesquelles on travaille, parce que c'est une chouette protection qui ne coûtera pas non plus une demi-maison, comme j'ai souvent tendance à le dire. Donc voilà, c'est une des très bonnes solutions qui existent pour sécuriser. Au même titre qu'il faut, si possible, si vous y connaissez un petit peu, ou si vous prenez le temps de vous renseigner, activer la MFA, le Multiple Factor Authentication sur vos devices. Ou par exemple, quand vous vous loguez sur votre site office.com, vous allez avoir une notification sur votre téléphone, soit via un SMS, soit via l'application Microsoft Authenticator, qui vous dit « Oh, salut, est-ce que c'est toi ?» Si oui, clique là, sinon, clique là. Donc si même vous faites voler votre login, votre mot de passe, si vous avez activé la MFA via téléphone, vous avez cette petite protection qui est mise en place. Moi, par exemple, j'ai une bonne quinzaine de sites comme ça qui tournent sous MFA. Et je dois avoir mon téléphone. Alors effectivement, si vous avez perdu votre téléphone, là, c'est encore un autre problème. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas à vous démuter si vous voulez poser en live. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin. De rien. De rien. J'espère avoir été le plus clair possible dans mes explications, que ça vous aura apporté et éclairé sur les mystères de la cybersécurité. Est-ce vrai que les Macs sont mieux protégés? Non, c'est faux. C'est faux. Les Macs ne sont pas mieux protégés. Il y a juste moins de Mac que de PC. Donc, merci. Faut savoir que pour 10 PC, on vend un Mac. Au même titre que les téléphones. Donc, si on remplaçait tous les PC du monde par des Mac, toutes les attaques auraient lieu sur des Mac et pas sur des PC, tout simplement. Voilà, il y a plus de PC, donc il y a plus d'intérêt à pirater un PC que de pirater un Mac. Mais il y a eu dernièrement une faille encore trouvée chez Apple. Donc, je ne fais pas je ne suis pas anti-Mac, anti-Apple, etc., etc. C'est juste que c'est pas la même chose. Voilà, il y en a beaucoup moins sur le marché, donc il y a moins d'intérêt à les attaquer, tout simplement. Mais il y a eu, oui, récemment, une attaque encore sur Mac, une faille trouvée, je pense, dans leurs dispositifs qui viennent de mettre en vente, les dispositifs de tracking GPS, qui permet à tout un chacun de traquer, quoi. Donc, voilà. Donc faites toujours attention à ce que vous faites, renseignez-vous bien, c'est ça le plus important.